Ktuvot Daf Kaf Vav. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je suis intéressé d'ouvrir avec vous, si vous me permettez, une tchouva du Achiezer. Le Rav Chaim Ozer Grodzinski, c'était le Rav de Vilna jusqu'à la guerre. Et là-bas, dans Siman Kaf Zayin, je l'ai trouvé par hasard quand je cherchais quelque chose d'autre. Mais je suis intéressé quand même de vous donner cette tchouva, parce que il y a beaucoup de choses dans cette tchouva qui sont très intéressantes, qui peuvent nous concerner aussi dans nos sugyot. On va étudier cette sugya, on va voir de quelle manière il a décortiqué le sujet, un sujet qui est arrivé devant lui. Il relève plusieurs points à propos de ce sujet. On parle du sujet de l'interdiction d'une divorcée à un Kohen. Mais à travers ce sujet, on peut voir beaucoup de choses qui sont qu'on retrouve typiques dans les tchuvot. On va voir comment il va ouvrir ce sujet, comment il va chercher si c'est de Oraïta, des rabbinats dans le cas qui est arrivé devant lui, de comment il va chercher des preuves, comment il va les repousser. Et on va voir en chemin, on va voir qu'est-ce que c'est une chazaka, qu'est-ce que c'est un tnaï, plusieurs choses très intéressantes qu'on a déjà vues depuis le début de la Masechet. Donc ça ne concerne pas directement notre daf, malgré que notre daf il parle quand même des Kohanim, mais quand même ça concerne de manière générale les dafim qu'on a vus, et ça pourra en fait nous servir d'échantillon d'une tchouva, d'un shoot qui est typique une tchouva habituelle qu'on retrouve dans les tchouvot. Comment on construit une tchouva, après il y a le sujet qui arrive devant nous, comment on va construire la réponse en essayant d'amener des sujets, des cas qui sont ramenés dans la Gemara et d'essayer de faire des comparaisons et après de faire des séparations, de dire que c'est pas exactement ce qui est écrit dans la Gemara et puis finalement d'arriver avec une conclusion, quelle est la halakha dans le cas qui est arrivé devant nous. La tchouva se trouve dans Siman Kaf Zayin, comme on a dit dans le shoot de Achiezer. La date, Yud Aleph Shvat Tavresh Ayin Aleph, donc c'est en 1911, à Vilna. Le sujet qui est arrivé devant lui, c'est une question d'un Rav qui était en Amérique. Ce Rav-là, il ramène le cas suivant. Quelqu'un qui était veuf, sa femme elle est Nifera, on lui a proposé un shidour d'une femme qui était divorcée. Apparemment, tout va bien. Et donc, cette femme a demandé à cet homme, est-ce qu'il est Kohen? En sachant qu'une femme divorcée n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Lui, il a dit, non, t'inquiète pas, je suis pas Kohen, tout va bien. Et après ça, à cause de ça, ils se sont mariés. Juste après le mariage, le mari, a avoué qu'en fait, il était lui Kohen. Et elle, qui bien sûr, tout de suite, elle s'est mise à crier et à s'énerver. Elle a dit, tu m'as trompé, moi, je t'avais demandé, avant le mariage. J'avais bien vérifié si tu étais Kohen, tu m'avais dit que tu n'étais pas Kohen, maintenant tu m'as menti, et je suis intéressé qu'on se divorce parce que la Torah ne nous permet pas d'être mariés de cette manière-là. D'accord, alors il a dit, bon d'accord, il croyait que ça allait s'arranger après le mariage, il a vu que ça ne s'arrangeait pas, ils ont décidé, ils ont pris un rendez-vous chez le Bedin pour faire le divorce. Et à ce moment-là, le mari s'est sauvé, et la question qui est arrivée devant Rav Chaim Ozer, c'était 5 ans plus tard. Le mari, il avait disparu. Et la femme, la pauvre femme, qui était mariée à peine un jour, elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle est Aguna. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Aguna qui ne retrouve pas son mari et qui ne peut plus se remarier? Et là, le Rav Chaim Ozer, il va essayer d'ouvrir ce sujet de tous les côtés. On ne peut pas rentrer dans toute la tchouva, dans toutes les choses. On va essayer de relever au moins les points principaux. La première question qu'il relève, c'est est-ce que le mariage, il fait effet? Alors il dit que bien sûr que le mariage fait effet. On aura une règle générale dans la Sechet Kiddushin qui dira que quand il y a un mariage, il y a plusieurs degrés d'interdiction dans la Torah. Si c'est une interdiction de karet, par exemple quelqu'un qui fait un Kiddushin chez une femme qui est déjà mariée, ou bien avec sa sœur ou sa mère, ici le mariage ne fait pas effet, elle n'est pas du tout échatiche bien sûr. Dans un cas où le mariage est interdit, même s'il est interdit par la Torah, ne c'est considéré que comme un chayve lavin. C'est une interdiction qui est un lave, c'est pas un karet. Puisque c'est une interdiction inférieure, alors dans la Gemara, dans la Masechet Kiddushin, il y aura une marloquette là-dessus, mais la halakha sera claire que quelqu'un qui fait des Kiddushin chez un chayve lavin, comme dans notre cas, un Kohen qui fait un mariage avec une femme divorcée, il doit la divorcer, mais le mariage a fait effet. Cette femme était chétiche et elle n'a pas le droit de se remarier tant qu'on n'a pas reçu un guet du mari du Kohen qui s'est marié avec elle. Il va ramener un ran, qui sera un ran de base, apparemment, dans cette halakha. Et le ran, il va essayer de faire la différence entre quelqu'un qui s'est marié avec des chayve lavin, avec un mariage interdit, quand il le savait, ou bien un mariage interdit quand il a été trompé, il ne le savait pas. Et le ran, il va dire finalement qu'il n'y a pas de différence, parce que, en fait, on a une avamina de faire une différence et de dire
que dans un cas où il a été trompé, alors peut-être ici on peut considérer ça comme un mekartaout. Comme de la même manière, même dans les dîners monotes, quand j'ai acheté quelque chose et j'ai été trompé sur quelque chose, c'est que tout le monde fait attention à ça. C'est pas que par exemple j'ai acheté une voiture et j'ai remarqué que dans la voiture il manquait le gilet jaune dans le comment ça s'appelle la boîte à gants. Ici, c'est clair que c'est pas un écart-out. Par contre, si j'ai acheté une voiture et dans la voiture, il manque la clim ou il manque quelque chose d'important, que tout le monde fait attention à ça, dans ce cas-là, on peut considérer ça comme un écart-out. De la même manière, dans les kiddushin. Si je fais des kiddushin, même si les kiddushin peuvent faire effet normalement, mais si c'est des kiddushin que je me retrouve en fait avec un mariage que personne n'est d'accord, tout le monde est makpid sur cette chose-là, on peut peut-être considérer ça comme un écart-out et dire que ce mariage n'est pas un mariage. Ici aussi, on aurait pu peut-être faire la différence entre quelqu'un qui s'est marié avec des Chayvé Lavin quand il le savait, un Cohen qui a pris une divorcée en le sachant qu'elle est divorcée, que dans ce cas-là, on va dire dans la Gemara que le mariage a fait effet. Et peut-être que dans un cas où un Cohen s'est marié avec une divorcée alors qu'il l'a trompée ou elle l'a trompée, dans ce cas-là, on pourrait peut-être dire que c'est Mekartaout. Le Ran, il va dire qu'on ne fait pas cette différence. Ce n'est pas Mekartaout. Dans tous les cas, on n'a pas trouvé dans la Gemara ce chilouk, et donc dans tous les cas où il y a un mariage de Chayvé Lavin, un mariage qui est interdit par la Torah qui n'est pas karet, le mariage fait effet et on a besoin d'un guet. Il va ramener beaucoup de preuves là-dessus, beaucoup de références. Il va ramener l'exemple, justement un exemple de Diné Mamonot, quelqu'un qui a acheté de la viande. Et finalement, il s'est avéré que cette viande, c'est de la viande qui n'est pas cachère. Alors bien sûr, on considère cette chose-là comme écartaout. Et le vendeur devra rembourser cette viande, même la viande qu'il a déjà mangée. Par exemple, il a acheté 5 kilos de viande qui se sont avérées comme de la viande pas cachère. Il a déjà mangé 1 kilo. Le vendeur devra lui rembourser non seulement les 4 kilos, mais en plus de ça, il va rembourser aussi le kilo qu'il a déjà mangé. Donc ici, on retrouve un cas classique de Mekartaout. Il va dire qu'il y a quand même une différence entre les cas. Il va ramener le Sefer Até Arazim, qui relève la question suivante. Il va dire il y a une longue suga dans le Sechet Kiddushin qui parle des moumines. Ça s'appelle la suga des moumines, c'est les défauts. Quelqu'un qui s'est marié avec une femme ou le contraire, et il s'est avéré qu'elle a des défauts. Et là, la Gemara, elle rentre longuement dans les détails. Quels sont les défauts qu'on considère à cause de ça que c'est un Mekartaout, et quels sont les défauts que finalement, après qu'il s'est marié, c'est pas un Mekartaout. S'il veut divorcer, il a qu'à divorcer, mais le mariage, il fait effet. Et ici, la question qui relève le Terazim, il va dire quelle est la différence entre un défaut on va dire que dans certains cas c'est Mekartaout, et un mariage interdit que quelqu'un a été trompé, un des partenaires a été trompé, ou le mari ou la femme. Pourquoi dans ce cas-là on ne dira pas que c'est Mekartaout alors qu'ils ne sont pas intéressés de vivre dans un mariage qui est interdit par la Torah? Il va faire un certain raisonnement là-dessus. Finalement, il va essayer de faire une recherche. Est-ce que à cause de cette svara, que peut-être que c'est pas considéré comme un vrai mariage, dans un cas où ils ont été trompés, alors on considère cette chose-là qui n'est pas un mariage midoraita, et la raison pour laquelle on a besoin d'un get, c'est qu'un get midirabanan, pas midoraita, il va ramener une grande marloquette rishonim à propos d'une femme qui ne peut pas avoir des enfants. Est-ce qu'elle a besoin d'un get que midirabanan, ou bien elle a besoin d'un get même midoraita? Plus tard, dans cette tchouva, il va rentrer dans les détails justement de Mekartaout, et il va ramener une règle générale qui dira à propos de Mekartaout, il y a 3 degrés dans le Mekartaout. Il y a en général quand quelqu'un il veut annuler un mariage ou annuler un achat qu'il a fait, alors normalement il doit faire une condition. Il doit dire moi j'achète cette voiture à condition que l'air climatisé marche dans la voiture, ou la radio elle marche. Si c'est quelque chose qu'il n'a pas dit, s'il n'a pas fait cette condition, alors on aura une règle générale qui dira Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Ce que tu avais toi dans ton cœur, que toi tu as décidé d'acheter une voiture parce que tu étais intéressé d'écouter de la radio, tu ne l'as pas dit. Et si tu l'as pas dit, alors c'est pas considéré comme une condition. La voiture c'est pas Mekartaout et tu ne peux pas le forcer à récupérer sa voiture et à récupérer ton argent. Donc ici, ça s'appelle Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Et dans cette chose-là, dans cette halakha, il y aura une exception qui dira Belibo ou Belev Kol Adam. Quelque chose que tout le monde fait attention à cette chose-là. Alors,
on peut lui dire que c'est Mekartaout. Donc si on veut rester dans l'exemple de la voiture, puisque en général, tous ceux qui achètent une voiture, ils font attention que l'air climatisé marche, et alors que dans la radio, par exemple, ils font pas forcément attention. Alors dans ce cas-là, on dira qu'il n'y a pas besoin de faire une condition explicite. Le fait que tout le monde est macpide que certaines choses dans la voiture marchent, ça suffit pour c'est une svara qui est assez forte pour nous dire qu'il n'avait pas besoin de dire clairement, moi je suis intéressé quand j'achète la voiture que le frein à main il marche et que la pédale elle marche et que toutes sortes de trucs qu'il y a dans la voiture qui sont des choses de base, que tout le monde fait attention à ça, il n'y a pas besoin bien sûr de faire une condition, c'est quelque chose qui est clair, et dans ce cas-là, on considère un mekartaout quand c'est belibo ou belev koladam, quand tout le monde fait attention à ça. Donc dans un cas où quelqu'un il a été trompé, il faut essayer de rentrer dans les détails. Dans quel cas on parle? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde fait attention à ça et donc c'est considéré comme un mekartaout? Ou bien c'est quelque chose que certaines personnes ne sont pas makpidim forcément là-dessus, et dans ce cas-là, on lui dira que toi tu avais dans ta tête, ça, on ne peut pas le faire entrer dans le contrat du mariage, de l'achat, tu aurais dû faire une condition explicite. Et en revenant dans le cas du mariage, de ce mariage-là, de cette femme qui s'est mariée avec un divorcé, cette divorcée qui s'est mariée avec un Cohen, sans le savoir parce qu'il l'a trompée. Alors, c'est vrai qu'elle ne l'a pas dit et que normalement, on ne peut pas considérer cette chose-là comme un mekartaout. Donc, on revient à la règle générale qui dira que quand il y a un mariage qui est interdit, même in Torah, si c'est pas un mariage de caresse, le mariage, il fait effet. Mais ici, il dira le Raphaël Moser qu'il y a une grande différence. Ici, pourquoi? Parce que l'histoire, elle était qu'elle lui a demandé clairement avant le mariage, est-ce que tu es Cohen, en sachant que moi je suis une divorcée et qu'on n'a pas le droit de se marier dans un cas où tu seras Cohen. Et donc, puisqu'elle a dit clairement, elle a dévoilé ses intentions, ça s'appelle Giloudat, puisqu'elle a dit clairement qu'elle n'est pas intéressée de faire un mariage qui est interdit par la Torah, ici, on dit qu'elle n'a pas besoin de faire une condition explicite sous la choupa dans le mariage et de lui dire je suis intéressé, je suis d'accord de me marier avec toi à condition que tu n'es pas un Cohen. Parce que là, il a trompé complètement, elle n'aurait pas pu penser qu'il est en train de lui mentir et de la tromper. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'elle a posé la question clairement avant le mariage, même quelques mois avant, en tout cas, elle a dévoilé clairement ses intentions qu'elle n'est pas intéressée d'être trompée et de faire un mariage qui est interdit par la Torah. Et dans ce cas-là, on pourra revenir à la halakha qui dira qu'on n'a pas besoin d'une condition dans un cas où de la même manière que dans un cas où tout le monde est makpid, il n'y a pas besoin de faire une condition. Ici aussi, dans un cas où lui, il a fait un gilouidat, il a dévoilé ses intentions, que lui, il est très intéressé sur une certaine chose. Dans ce cas-là, on pourra vite dire que ici, on parle d'un mekartaout. Et si c'est un mekartaout, on pourrait peut-être dire que cette femme n'a pas besoin d'un guet dans le cas où son mari, il s'est sauvé. Bon, de là, il en arrive à rentrer dans les détails de cette halakha, dans les dîners mamonot et dans le mariage. On va juste reprendre parce qu'il y a eu pas mal de détails. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de détails. Donc, on reprend le cas. Le cas, c'est une femme qui a dit clairement qu'elle n'est pas intéressée de se marier avec un Cohen parce qu'elle est divorcée. Elle l'a pas dit clairement, elle lui a posé la question, est-ce que tu étais Cohen? Lui, il l'a trompé, il s'est marié avec elle. Quand elle a appris, le jour où elle a appris, elle a convoqué au Beth Din, et lui, ce jour-là, il s'est sauvé. Et maintenant, on se pose la question, quel est le statut de cette femme? Est-ce qu'on pourrait peut-être dire qu'ici, il y a un mekartaout, et qu'on pourrait la permettre de se remarier sans recevoir un guet, en sachant qu'il est déjà sauvé depuis 5 ans, et qu'on essaie de sauver cette aguna, qu'elle puisse se remarier. Donc, le premier sujet, c'est à savoir, est-ce qu'un mariage interdit par la Torah, il fait effet? La réponse, c'est que oui, mis à part les mariages de karet. Les mariages, même s'ils sont interdits par la Torah, si c'est qu'un mariage de lave, d'un issour, ou d'un kalvachomer ba'aseh, le mariage, il fait effet. Ici, il y avait une avamina de faire une différence entre un mariage qui a été interdit par la Torah et un mariage qui a été interdit par la Torah quand ils ont été trompés. Dans ce cas-là, quand quelqu'un il a été trompé, de la même manière que quand quelqu'un il est trompé à propos de n'importe quelle chose, par exemple, si elle lui a posé la question, est-ce que tu as si elle lui avait posé la question, est-ce que tu as dans tes lunettes, tu as le numéro 7 ou 8? Parce qu'à partir du numéro 7 ou 8, moi, ça me dérange et j'ai pas envie de me marier avec toi. Ou n'importe quel autre exemple. Donc, dans un cas où quelqu'un il a été trompé, est-ce que dans ce cas-là, on peut dire que c'est mekartaout? La réponse, sera que d'après la majorité des Rishonim, comme le ramènera au nom du Ran,
qu'on ne peut pas dire mes kartaout dans n'importe quel cas. Et dans un cas où il y a un mariage, même s'il est interdit par la Torah, on reste dans la règle générale qui dira que le mariage, il fait effet, même dans un cas où il a été trompé. Ici, la différence qu'il y a ici dans notre cas, qu'on pourrait peut-être sauver cette femme, c'est parce qu'elle a dit explicitement, avant le mariage, qu'elle n'est pas intéressée, ou pratiquement explicitement, elle a fait une vérification qu'il n'est pas Cohen parce qu'elle a dévoilé clairement qu'elle n'est pas intéressée d'être mariée avec un Cohen. Parce qu'elle est divorcée et c'est interdit par la Torah. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut nous sauver cette femme qu'on puisse dire qu'elle n'a pas besoin de se remarier. Et de là, on est rentré dans le cas des conditions de Bélibo, Belev, Koladam. Dans quel cas on a besoin d'avoir une condition explicite? Dans quel cas on dira qu'ici il y a un Mekartaout parce que c'est comme si que tout le monde, quand ils font cet achat ou ce mariage, ils faisaient cette condition sur des choses que tout le monde est makpi. Finalement, la maskana sera, il va ramener encore une raison qu'il y a ici une possibilité de permettre cette femme. Il a fait une vérification qui étaient les édim dans le mariage. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver énormément dans les shootim, quand il y a un gros problème, quand il y a une aguna. On essaye de rechercher ce qui s'est passé dans son mariage. Est-ce que le mariage, il était bon? Et est-ce que les témoins du mariage, c'était des témoins kshérim, en sachant qu'un mariage sans témoins, ou avec des témoins qui ne sont pas kshérim, le mariage ne fait pas effet. Les kiddushim ne sont pas chalim, et donc la femme n'est pas échetish. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver énormément dans les shootim. On essaie de vérifier qui était le Messader Kiddushin et qui étaient principalement les Edim. Et ici, on a remarqué qu'il y avait un problème dans le mariage. Les deux témoins du mariage étaient des gens qui étaient proches. Et là, il va rentrer longuement. Est-ce que quand il y a beaucoup de convives, beaucoup d'invités dans le mariage, est-ce que c'est tous des témoins et donc il y aura deux autres témoins qui seront peut-être les témoins du mariage? Ça, il va repousser, il va dire qu'on ne dit pas cette chose-là. En général, quand quelqu'un il définit ses témoins, alors il a l'intention que c'est que eux, ces témoins et pas les autres. Et de toute manière, il y aura des rishonim qui diront que quand il y a deux témoins qui sont psulim, c'est possède complètement tous les témoignages. Quoi qu'il en soit, il veut s'appuyer sur ça aussi pour essayer de dire que cette femme n'est pas mariée. Conclusion de cette tchouva. La conclusion sera, on voit que le shiur, il a été un peu allongé, on va faire et on va finir. Donc, la conclusion de cette tchouva de Raphaël Moser, il dit qu'on pourra, il dit comme ça, si il y a d'autres rabbanim qui sont d'accord avec moi, parce que il faut avoir quand même des épaules très larges pour permettre à une femme de se marier alors que apparemment elle était en dessous de la choupa, elle a eu un mariage. Donc, de dire qu'ici il y a un mariage qui est complètement faussé, c'est très difficile, mais dira Raphaël Moser, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut permettre cette femme de se remarier, maintenant que son mari s'est sauvé, même sans recevoir un get. Et la raison pour laquelle il va permettre, alors les arguments qu'il va dire, c'est les arguments qu'on a vus, puisqu'elle a fait un gilouï date qui est clair, qu'elle n'est pas intéressée d'être mariée avec quelqu'un qui est Cohen parce que la Torah interdit. Dans ce cas-là, ici, on pourra dire que le get qu'elle a besoin, c'est qu'un get qui est mis des rabanan. C'est pas un get qui est mis la Torah. Et dans un cas où on retrouve que le témoignage du mariage, c'est un témoignage qui est problématique parce que les gens, il y avait les deux témoins du mariage qui étaient proches l'un avec l'autre. Dans ce cas-là, on pourra dire que dans un mariage qui est que midera banan et les témoins ici ils sont proches, on rentre dans une grande marloquette rishonim. Est-ce qu'on peut annuler le mariage à cause de ça? Puisque si ici c'est qu'un mariage qui est des rabanan, alors on se retrouve dans un sfek feka. Ici on retrouve encore une indication qu'on retrouve beaucoup dans les shukim. Il y a un sfek feka. Est-ce que le mariage a fait effet? Peut-être qu'elle n'a pas été d'accord de se marier avec lui et qu'elle a dévoilé clairement ses intentions. Et peut-être le fait que les témoins étaient proches l'un avec l'autre, ça peut nous fausser complètement tout le mariage. Et en plus de ça, on s'appuie sur le fait qu'elle a une chazaka, qu'elle est pnouya. Puisqu'on ne sait pas si ce mariage a fait effet, on ramène cette femme au statut qu'elle était auparavant. Et avant ce mariage, elle était une femme qui n'est pas mariée. Et donc, on laisse cette chazaka et on ne va pas changer la situation en disant qu'il y a eu ici peut-être oui un mariage. Tant qu'on n'a pas une preuve claire qu'il y a eu un mariage, on laisse cette femme dans la chazaka de Pnouya et on lui permettra de se remarier.